Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode un peu improvisé. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme une lumière. J'avais vraiment besoin de parler. Alors déjà, je ne sais pas du tout comment je vais appeler cet épisode parce qu'il va sortir un peu du contexte. Et en fait, j'ai envie de parler de mes observations personnelles. Je sais même pas si je vais vraiment poster ce podcast. Est-ce que je vais en parler ou pas? Est-ce que ça va vraiment finir? Ou est-ce que j'avais vraiment besoin de parler pour me libérer? En fait, je vais te raconter que ça fait quelques jours que je ressens comme si tous mes traumatismes y remontaient. Il y a des choses que j'ai ressenties comme de la honte, de la culpabilité, de l'illégitimité. Je ne sais pas si je l'ai bien dit parce que ce mot, il y a trop de i, donc ça m'a perturbée. J'ai senti quand même qu'il y a des vieux traumatismes qui sont remontés, des choses qui se sont passées dans ma vie, mais il y a longtemps, des choses qui m'ont marqué, des choses qui m'ont blessée et que j'avais oublié et que cette semaine, j'ai senti comme une transformation intérieure. Donc déjà, j'ai envie de remettre dans le contexte que je suis en train de travailler sur le développement de moi-même. Je suis en train de travailler sur mes croyances. C'est une chose que je fais depuis des années, mais cette semaine, j'ai vraiment été en profondeur sur des choses qui me bloquaient dans ma vie ou que j'avais l'impression que ça me bloquait. Quelque chose sur lesquelles je devais lâcher. Et en travaillant dessus, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui font surface auxquelles je ne voulais pas faire face. Ce qui est très intéressant quand on démarre le développement personnel, on se rend compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles on doit travailler. On pense qu'on a terminé et finalement, il y a encore d'autres choses sur lesquelles on se rend compte, ah ouais, j'avais oublié ça, effectivement, ça me retient. Et du coup, je me suis créé une histoire autour de ça. Alors, on démarre vraiment le développement personnel lorsque on crée son propre emploi, surtout en France, parce que les mentalités de manière générale, elles ont été limitées, pas d'un sens négatif, mais je dis plutôt le fait de se mettre dans une case. Donc ça, ce sont des choses que j'observe autour de moi. Peut-être que vous n'avez pas la même lunette que moi, peut-être pas le même filtre, c'est peut-être moi qui ai que ce type d'entourage. Et j'observe autour de moi que la génération dans laquelle on est né nous a fait des êtres un peu dépendants et non pas indépendants comme on essayerait de nous le faire croire. L'autre jour, je discutais avec une amie qui a un enfant du même âge que le mien et il est dans une grande école, enfin voilà, privée qui est assez coûteuse. Et en fait, la base pour cet enfant, ça va être que l'éducation, ça va être que l'école. Il doit être concentré absolument sur ses études. Il est interdit d'écran, donc c'est bien parce que quelque part il y a des bénéfices et extérieurement je vois d'autres choses. Il est interdit aussi de musique en semaine, il n'a jamais joué aux jeux vidéo, enfin il n'y a pas une liste assez rigide, en tout cas à mon sens, ça me paraît assez rigide, dont il n'a pas le droit de faire que les autres enfants font. Alors le côté positif que j'aime beaucoup, oui, pas d'écran, c'est intéressant. Mais avec notre génération, avec les âges qui évoluent, et puis j'ai envie de dire que les écrans, ça reste quand même l'avenir de la planète, même s'il y a certains dégâts sur certains enfants. C'est sûr, si tu mets un écran dans la main d'un enfant de 2 ans, oui, ça peut provoquer des conséquences irréversibles. J'ai envie de mettre aussi de la nuance dans cet épisode, pas prendre tout pour noir ou tout pour blanc. Et pour moi, c'est assez rigide parce que, dans le sens où, si c'est un manifesteur, cet enfant, je n'ai pas fait sa carte, hein, je pourrais la faire, mais je m'étais dit, si c'est un manifesteur, il va péter un câble, sérieux, il va péter un câble à l'adolescence, il va avoir ce besoin de liberté, il va se sentir trop enfermé. Après, ça peut être un enfant qui peut être en accord avec ça, et aimer justement ça, c'est aussi possible. Mais en fait, tout ça pour dire que je me disais quand même que c'est une idée pour moi qui est assez rigide d'être absolument focusé sur ses études. Je dis pas qu'il faut pas en faire, encore une fois, il faut prendre les nuances. Donc tout ça pour dire pourquoi je parle de développement personnel, parce que c'est vraiment lorsque j'ai commencé vraiment à travailler à mon compte, que je me suis rendu compte la liberté que c'était, mais aussi le travail interne à faire, c'est assez long. Surtout, j'ai envie de dire quand on a passé un certain âge, plus on attend, plus ça va être un peu plus compliqué de lâcher prise. Un enfant, c'est hyper malléable. Quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, t'es encore très malléable. À partir de 30, ça commence à être juste. Et à partir de 40 ans, en moyenne, les gens, soit ils restent bloqués dans leurs anciens schémas, ils vont plus jamais changer. Ou soit, à partir de 40, il y a une vraie transformation qui se fait. Parce qu'on dit qu'on fait une crise de quarantaine. Mais là, encore une fois, c'est propre à chacun. Et j'ai envie d'en venir à quel point on est tellement limitant. Je vais te parler d'un exemple et je suis sûre que tu l'as déjà vécu.
On a tous eu au moins une opération dans notre vie, on a tous passé un mauvais moment à l'hôpital. Et moi, ce qui m'a vraiment bloquée dans l'hôpital, je me disais, c'est horrible quand tu es en mauvaise santé. C'est horrible que, par exemple, quand tu peux pas marcher, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai dû me faire opérer des pieds et pendant plusieurs semaines, c'était compliqué pour moi de me déplacer. J'ai dû faire la rééducation et tout ça. Et je me disais, mais c'est tellement génial de marcher ou de courir. C'est un truc qu'on banalise, mais en fait, c'est génial de faire ça. Ou ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un accident avec ma main et que j'ai pas pu utiliser pareil pendant plusieurs semaines et que finalement j'ai dû réadapter mes gestes. J'ai perdu une grande partie de sensibilité de ma main droite, qui est ma main motrice, parce que je suis droitière. J'ai dû réadapter mes gestes, je n'écris plus du tout comme avant. J'ai une autre manière d'écrire parce que j'ai dû réadapter mes gestes et je me rendais pas compte à quel point j'avais une gestuelle facile et qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. J'ai encore un autre exemple. Lorsque j'ai accouché en césarienne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long pour se remettre d'un accouchement ou simplement de se remettre d'une grossesse, tout simplement. Encore une fois, chacun à son niveau, mais pour ma part, ça a mis pratiquement 2 ans. Et dans ces moments-là, je me sentais coincée, je me sentais limitée dans mes gestes, alors que j'allais rien faire de spécial, mais je me disais, si j'étais en forme, là, je partirais, j'irais là-bas, je partirais en voyage, ou je ferais ceci, ou je ferais ça. Enfin, il y a plein de choses où je me sentais limitée, dans lesquelles je ne faisais pas spécialement, mais comme par hasard, à ce moment-là, j'avais envie de le faire parce que je me sentais coincée. Et vraiment, on oublie, mais la santé, c'est la base de tout. Donc si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai toujours le même entourage. J'ai pas changé d'entourage, je me suis fait des nouveaux amis, oui, mais j'ai toujours le même entourage. Donc ce sont des personnes qui sont pas à leur compte, ce sont des personnes qui ne savent pas ce que je fais, qui comprennent pas. Et j'adore parce qu'ils ont tous la même question. Ça se passe bien ton petit truc? Et en fait, je comprends pas cette question, ton petit truc. Et la deuxième question qui vient derrière, c'est tu gagnes bien ta vie, t'arrives à gagner ta vie avec ça? Et moi, ma question à l'inverse, je me demande plutôt, et toi, comment tu fais pour rester dans un emploi que t'aimes pas? Comment tu fais techniquement pour subir et pour continuer comme ça? En fait, extérieurement, moi, je vois rester dans une entreprise comme ça, surtout si on n'aime pas son travail, comme de l'esclavagisme moderne. Oui, parce que les gens, ils sont enfermés dans une boîte, avec des horaires, avec des directives, sans aucune liberté, avec du flicage. Les managers, pour moi, ce sont des gardiens. Et la boîte, c'est une prison, obligation de faire du présentiel. Et en discutant avec donc ces personnes-là qui font un emploi qu'ils n'aiment pas, j'insiste sur le point de ne pas aimer son emploi. Parce qu'il y en a certains que je connais qui aiment leur travail et ils sont très bien là où ils sont. Mais là, je vais vraiment parler de ceux qui n'aiment pas et qui subissent. Et moi, ma question, je leur demande pourquoi tu restes là si t'aimes pas? Et la réponse a été « Ah mais j'ai des avantages, je retrouverai pas mieux. À mon âge, c'est pas possible. » Enfin voilà, ainsi de suite. Et extérieurement, je me disais « Mais tu t'inventes des excuses. C'est vraiment des barrières. C'est vraiment, tu te limites. » Et on nous apprend à être comme ça, et je trouve ça dingue. Un jour, j'ai discuté avec ma mère, parce que pareil, elle comprenait pas ce que je faisais, mais je me suis dit, elle est vraiment de la vieille génération, je me suis dit, c'est normal qu'elle comprenne pas. Et elle me demande, comment est-ce que tu travailles? Parce que c'est vrai qu'extérieurement, on peut pas s'imaginer comment je travaille. C'est vrai que toi qui écoutes ce podcast, t'es en train de te dire, ouais, elle prend juste son micro, elle parle, et puis elle parle juste sur les réseaux sociaux, et puis c'est tout. C'est vrai que tu peux le croire, et tu peux croire que ça se passe comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon ordinateur et j'ai dit à ma mère, j'ai dit regarde, j'utilise l'outil Notion, je m'en sers pour programmer mes posts, pour noter mes idées, pour noter le calendrier de l'année, pour noter mes objectifs, enfin il y a pas mal de choses que je note dedans. Je lui montre aussi tous les outils qui me permettent justement d'être payée. Je lui montre les outils que je paye tous les mois, que ce soit Google Meet, ma plateforme de podcast qui héberge mon podcast, mes clouds aussi parce que j'en ai plusieurs pour enregistrer mes fichiers, mes photos, mes vidéos, etc. Et je lui ai montré aussi tout le contenu que je produis sur TikTok comme sur Instagram et sur YouTube également. Et je lui explique que tout ça, ça prend du temps. C'est pas du tout, je prends mon ordinateur et je parle avec des gens. Ça se passe pas du tout comme ça. Oui, je parle avec des gens. Mais avant qu'un client vienne à moi, il y a tout un processus qui a été créé, qui a été mis en place. J'ai créé justement tout un tunnel de vente, déjà pour éviter de me faire arnaquer. Parce que si tu es déjà venu chez moi, eh bien les clients payent avant la prestation.
Et deuxièmement, j'ai créé un site internet sur lequel tout est indiqué, toutes les règles, tout ce que j'exige ou tout ce que je n'exige pas. Quelqu'un qui m'envoie un message pour me demander de lui faire une lecture Human Design, tout court, non, je vais pas te le faire. Si je te l'ai pas proposé, je vais pas te le faire. Soit tu participes comme tout le monde, comme je le fais sur la plateforme TikTok, et tu attends et tu es patient, ou soit tu payes en fait, c'est tout simple. Bon, après, la majorité de mes clients, ils ont été très remerciants. Ils m'ont dit, bah déjà, t'offres des mini-lectures gratuites. Merci beaucoup. Vraiment, ça doit te demander du travail. Et je leur en sont reconnaissante parce qu'ils reconnaissent ce travail-là et d'autres profitent trop de cette gratuité. Donc, j'ai créé une espèce de barrière. Soit tu participes comme tout le monde, soit ben, tu passes ton chemin, tout simplement, ou tu payes. Voilà. Donc, quelqu'un qui demande de la gratuité en passant par m'envoyer un mail ou m'envoyer un message, bien moi je les appelle un peu les gratteurs. Oui, alors c'est vrai, tu peux regarder du gratuit, il y a tout gratuit, il y a tout à disposition. Simplement, juste être en accord avec mes règles, c'est tout. Et tout ça pour dire que j'ai envie de revenir à la base, quand on parle de mon petit truc, je me dis, je sais pas pourquoi tu l'appelles ton petit truc. Et pourquoi me demandes-tu si ça marche? Est-ce que ce sont des questions bêtes que tu te poses comme ça, ou que tu poses parce que c'est les gens qui posent ce genre de questions? Ou est-ce que vraiment t'es intéressé de savoir si ça marche? Et je me suis posé la question à l'inverse. Ben, moi, quand je rencontre quelqu'un, si j'ai envie de savoir ce qu'il fait, je vais pas lui demander si ça marche. Ma première question, je vais demander qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et je vais poser des questions. Vraiment, ça va être de la curiosité. Je découvre tous les jours des nouveaux métiers. Il y a quelques mois, j'ai revu une ancienne connaissance avec qui j'étais en primaire. Ben, ça fait bizarre. Et elle est devenue designer de tapis. Moi, je trouve ça incroyable. Designer de tapis. Et je lui dis, comment ça, tu designes des tapis? En fait, elle est un peu graphiste. Elle crée un dessin exprès pour un tapis, pour une usine justement de tapis. Elle est au sein même de l'entreprise qui les produit. Donc, ils peuvent très rapidement créer des prototypes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai dit, mais c'est quel type d'entreprise qui fait ça et comment ça se passe exactement? Ça m'intrigue. Qui achète ce genre de tapis? Donc elle m'explique que ce sont des tapis de luxe et que par exemple le moins cher qu'on puisse trouver, celui vraiment de bas de gamme de base, il est à 400 €. Mais en général, les tapis, ils sont en offre très limitée et qu'ils ont un coût moyen, elle m'a dit 2000, peut-être 5000, je sais plus exactement, mais ça avait un coût facile, ouais, ça pouvait monter jusqu'à 10 000 € il me semble. Et la clientèle, la plupart, c'était des chirurgiens, enfin voilà, des médecins, des architectes, des indépendants en général. Des indépendants qui gagnent très bien leur vie. Enfin voilà, à toi de voir ce qui est ton niveau de bien gagner sa vie. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas avec un SMIC que tu vas t'offrir ce genre de tapis, ou seulement si tu as économisé pour. Et ça ne m'est pas du tout passé par l'esprit de lui dire, est-ce que ça marche bien ton petit truc? Et en fait, je me suis dit, c'est normal qu'ils savent pas ce que je fais parce que la plupart ne sont plus sur les réseaux ou sont sur le seul réseau social que je trouve que c'est que pour les boomers. Je vous laisse deviner, roulement de tambour. Il s'agit de Facebook. Pour moi, Facebook, c'est pour les boomers. Mais c'est juste mon avis. Parce que pour moi, des personnes qui restent sur Facebook, ils cultivent ce truc, ah ouais, mais on est des anciens, on reste dans les anciens, nous, la nouveauté, ça nous intéresse pas, avec votre truc toc-toc. Ça, c'est vraiment des phrases un peu qui m'insupportent. Je me dis, mais oui, mais bon, quand Facebook est sorti, t'étais bien content d'aller dessus. Enfin, je comprends pas. C'est quoi la différence? Ah oui, mais je comprends rien avec ça, je comprends pas comment ça marche. Effectivement, si tu l'utilises pas, tu peux pas savoir comment ça marche. Donc, effectivement, il y en a beaucoup parmi mon entourage qui ne savent pas ce que je fais exactement. Moi-même, j'ai jamais vraiment défini ce que je fais. Je dis toujours que je suis une entrepreneuse spirituelle, pour créer une barrière, pour éviter de m'épuiser et d'expliquer pour rien. Et vu qu'ils utilisent que Facebook, le réseau des boomers, et c'est le seul réseau sur lequel je ne vais pas, ben on peut pas vraiment savoir ce que je fais. Et encore, je pense que j'ai mis mes liens dedans, mais il y a personne qui a regardé. Il y a une autre observation que j'ai pu faire aussi pour voir que, et pour découvrir que vraiment on est en décalage et que c'est pas compréhensible pour ma génération, surtout celles qui sont que axées sur Facebook. J'ai aussi des comptes des réseaux sociaux qui sont perso. Donc ces réseaux, c'est que pour les personnes que je fréquente, mon entourage, des amis, quelques connaissances aussi. Et j'étais partie en vacances avec ma meilleure amie et du coup j'ai créé un montage pour faire un récapitulatif de nos vacances.
Donc, pour ceux qui savent, qui sont dans la création de contenu, vous savez que j'utilise CapCut, il n'y a pas de secret. Et il y a un de mes amis qui m'a dit « Oh mais waouh, elle est trop belle la vidéo, il est trop beau le montage que tu as fait. Waouh, c'est impressionnant ce que tu fais. » Et ce jour-là, j'ai vraiment compris, j'ai dit « Ah ouais, je comprends. Vous êtes dépassé par la technologie. Du coup, vous êtes même plus au goût du jour. » Et pour moi, ça me paraît tellement bidon. Enfin, CapCut, tout le monde connaît. On ne sait pas tous forcément utiliser toutes les fonctionnalités de CapCut. Mais quand tu fais du contenu sur les réseaux, c'est obligé de connaître cette application. Donc tout ça pour dire que je me suis fait la réflexion, oui, en fait, il y a un monde, il y a un décalage. Oui, certains sont mes amis, certains sont des connaissances, certains sont des amis de longue date. Et non, ce ne sont pas mes clients. En tout cas, aujourd'hui, ça pourrait pas du tout être mes clients. Et c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils disent « Ouais, vous devrez soutenir vos amis qui lancent un business, pourquoi vous allez chez un tel ? Vous préférez payer un sac à Michael Kors ou je sais pas quoi, que vous connaissez pas, que vous mettez 1000 € dans un sac et vous venez même pas chez moi. » Mais en fait, avec le recul, vraiment, je me suis dit « Bah non, en fait, c'est logique. Les amis, en général, c'est pas tes clients. » Et c'est ce que je croyais au début aussi. Je me suis demandé, ouais, pourquoi on ne me soutient pas ? Eh bien, la réponse est simple, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et parce que c'est pas dans leur motivation première, et que la plupart, parmi mon entourage, ne veulent pas voir leur potentiel, ou ne savent pas qu'ils peuvent utiliser leur potentiel, ou simplement sont coincés dans leur vie où ils subissent. Et à force, en fait, d'expérimenter et de voir tous mes clients et tout ça, et d'observer surtout, ça se voit tout de suite, je repère tout de suite le conditionnement qu'il y a derrière une phrase. Des fois, ce sont des phrases simples et tellement bêtes, des choses que tout le monde pourrait dire, et en fait, je me rends compte à quel point on est vraiment conditionné et on ne se rend pas compte que les mots ont une importance. Et certaines croyances aussi qu'on peut s'infliger, et des croyances qui sont toujours liées à des peurs. L'autre jour, je ne sais plus ce que j'ai dit comme réflexion, mais j'ai dit quelque chose d'une personne que j'aimais pas. Et il y a une copine qui m'a dit « Ah non, mais c'est pas bien de dire ça. Attention, Dieu te regarde. » Oui, et je suis humaine en fait. Ah non, au regard de Dieu, et on doit faire que des bonnes actions, c'est pas bien de souhaiter ça aux gens. Je lui souhaite rien du tout en fait, c'est juste je l'aime pas. Dans ces cas-là, tu dis rien. Donc tout de suite, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui nous regarde faire, qu'on doit faire des bonnes actions. C'est pas comme ça du tout que je conçois la vie. Et ce qui me dérange, c'est qu'elle me l'impose. En fait, elle me ramène sa science, alors qu'en vrai, j'en ai rien à foutre, surtout quand c'est dit comme ça. Moi, à l'inverse, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui est au-dessus de nous comme un dieu. Je dirais plutôt qu'on a tous une partie de ce Dieu en nous. Alors pour moi, c'est pas le Dieu que je l'appellerais plutôt comme la source ou l'univers, quelque chose vraiment de grand, une voix. Et on est tous venus sur cette terre pour vivre des expériences. Une expérience sous forme humaine, bien sûr. Parce que des bonnes actions, oui, j'en ai fait. Et des mauvaises actions, oui, j'en ai fait aussi. Et tout ça, je vais le refaire encore. Et justement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Alors, je crois que c'est Bronnie Ware, je sais pas comment on le dit, qui l'a écrit. Et en fait, c'était une soignante qui était en soins palliatifs. Donc, vous savez, si on est en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on est en fin de vie où on est proche de la mort parce qu'il y en a qui arrivent à en sortir. Et du coup, cette dame, elle a expérimenté, elle a vu des personnes qui étaient vraiment dans des regrets. Le premier regret, c'est « j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même et pas celle que les autres attendaient de moi. » Celle-ci, je la vois dans tellement de personnes à travers ce qu'ils vivent et à travers ce qu'ils disent. Non, c'est pas encore mes dons de médium, comme on pourrait me dire. Effectivement, quelque part, il y a un côté intuitif qui joue, mais c'est par habitude que je vois ça. Regretter de vivre la vie qu'on voulait vraiment. Je trouve ça dingue. Par exemple, quand je suis partie vivre à plus de 1000 km de chez moi, j'ai embarqué mon mari et mon fils. Je me souviens qu'il y a une de mes belles-sœurs qui m'avait dit « Ouais, t'as de la chance de partir. Moi, je pourrais plus. Ça y est, c'est trop tard. » Mais en quoi c'est trop tard ? En fait, je comprenais pas. Je lui dis « Mais pourquoi c'est trop tard ?»« Ah, parce que maintenant, je suis trop vieille et tout, et puis avec mes enfants, c'est compliqué. »
Et ça, eh ben, je peux plus, enfin je dis je peux plus, mais ça m'agace quand j'entends ce genre de phrase. Donc j'entends vraiment son regret, c'est qu'elle n'a pas la vie qu'elle voulait vivre et qu'elle s'empêche de le faire. Et c'est connu ça, les excuses elles sont faites pour s'en servir. Mais réellement, l'excuse c'est parce qu'il y a une croyance limitante, il y a un blocage derrière. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai été maquilleuse, donc peut-être que j'en ai déjà parlé de cette histoire, mais j'avais une amie justement qui était coiffeuse à l'époque et qui entamait justement des études pour devenir maquilleuse. Et je lui ai dit que moi aussi j'aurais voulu faire ça, que j'avais, entre guillemets, j'avais commencé, mais que je l'avais pas vraiment fait. J'avais commencé les études dedans, mais que je m'étais pas du tout lancée là-dedans. Et elle m'a dit un truc qui a trotté dans ma tête pendant plusieurs mois, qui m'a dit pourquoi tu le fais pas maintenant, qu'est-ce qui t'en empêche? Et j'ai répondu la même phrase que tout le monde, hein. Ah ouais, mais c'est trop tard, maintenant je suis trop vieille et tout, c'est bon, je suis casée. C'est parce que, en fait, ce qui nous empêche de faire ça, c'est le regard des gens. On a peur du regard des autres. Et je sais pas si t'as déjà remarqué, même si on le fait tous, de critiquer les autres, ou on le voit aussi sur internet avec les haters, une fois que le hater, il a écrit son truc, même pas 10 secondes après, il a déjà oublié ce qu'il a dit. Enfin, tout ce qu'il a écrit. Il y a autre chose aussi, c'est l'un des 5 regrets, c'est j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Ça aussi, encore une fois, je comprends pas. Prends ton téléphone et appelle. Pourquoi? T'as peur. T'as peur de quoi? T'as peur, c'est une question d'ego. Après, la situation elle est différente parce qu'il y a des amis sur lesquels j'ai vraiment fait un trait dessus parce qu'ils m'ont fait du mal. Je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde, hein, mais je ne veux plus de contact avec ces personnes. Et ce ne sont plus mes amis. Par contre, il y a des amis avec qui je suis amie depuis très longtemps et à mon avis qui vont rester mes amis encore pour longtemps. Bref, tout ça pour dire que, voilà, toutes les barrières qu'on se met en général, je trouve ça dingue, alors qu'on peut faire tellement de choses. Il y a des pays dans lesquels on grandit et on est élevé d'une autre manière, et en France, c'est encore tellement fermé. Comme si tu devais avoir un métier, que tu devais aller à l'école, que tu devais faire ça pendant 40 ans pour soi-disant bien gagner ta vie. C'est un exemple type, mais qui revient régulièrement. Mais je vois encore beaucoup trop ce type de discours qui est vraiment limité. Cette semaine, je discutais avec mon fils et il me disait qu'il voulait avoir un ordinateur, qu'il voulait, s'il me faisait sa liste un peu de Noël. Et moi, je lui ai répondu, tu sais, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu dois respecter au moins une règle. Il me dit, oui, laquelle? Déjà, ne pas te plaindre. C'est la règle de base, tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux et tout se trouve dans le cerveau. Si tu te sens riche à l'intérieur, tu seras riche extérieurement. Alors quand je parle de richesse, c'est pas forcément en niveau argent, mais c'est vraiment en niveau état d'esprit. Et en plus, quand ils sont petits, ils sont malléables. On peut vite leur enlever des barrières. Et après, je lui ai dit une autre règle, je lui ai dit, et ensuite, oui, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais au bon timing. Faut juste être patient. Il faut que tu sois sûr intérieurement que tu vas l'avoir. Et tu l'auras, j'en suis sûre. En fait, techniquement, je lui enseigne les lois de la manifestation avec des mots tout simples et j'arrive, entre autres, à l'influencer pour supprimer des barrières qu'il a pu se construire ou qu'on a pu lui transmettre inconsciemment. Et tous les jours, je lui dis que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Parce qu'il m'a déjà dit, il dit je fais rien de spécial. Et du coup, je lui ai posé aussi la question, je lui dis, parce qu'il est fan des youtubeurs, donc je pense que vous connaissez tous le youtubeur Squeezie. Je lui dis, Squeezie, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il dit, il fait des vidéos sur YouTube. Et est-ce qu'il y a un truc particulier vraiment qui fait que tout le monde l'aime bien? Est-ce que tu as l'impression qu'il se démarque par rapport à d'autres gens? En fait, il est simplement lui-même. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qui lui fait vibrer. Il fait ce qui le met en joie. Eh bien, voilà, c'est tout ce que tu as à faire ce que tu aimes faire. Tu veux faire YouTube, oui, tu veux présenter tes vidéos sur YouTube, tu veux présenter tes jeux sur YouTube, fais-le si t'aimes bien le faire. Et justement, pour le pousser dans la voie qu'il a envie de faire, dans ce qu'il aime faire, je lui dis, tu sais pas, si ça se trouve, t'es le futur Squeezie, tu le sais pas. Peut-être que là, le monde n'est pas encore au courant, mais peut-être toi aussi, un jour, t'auras une chaîne YouTube avec 20 millions d'abonnés, ou bien plus peut-être. Et je rappelle tous les jours qu'il est unique, et qu'il n'a pas besoin de faire comme les autres ou de rentrer dans une case. Je lui dis reste toi-même, c'est la base des bases. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais pas arrêter de parler.
Eh bien, si t'es arrivé jusque-là, bien merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire ton retour sur ce que t'en as pensé. Sur ce, ben, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.